Mes chers collègues, mesdames, messieurs, je suis très heureux d'ouvrir cet après-midi de débat du groupe d'études du Sénat sur la société numérique, même baptisée Société numérique, nouveaux usages, nouveaux médias, et cet après-midi que nous consacrons à la gouvernance internationale de l'Internet et plus précisément à la supervision internationale de l'ICANN. C'est un sujet essentiel que le Sénat connaît bien pour avoir conduit de nombreux travaux autour de la notion de souveraineté numérique. Et je pense en particulier au rapport d'information rédigé conjointement par nos deux collègues qui sont présents cet après-midi, la présidente Catherine Morin-Desailly et Gaëtan Gors, en juillet 2014, et qui avait pour titre « L'Europe au secours de l'Internet, démocratiser la gouvernance de l'Internet en s'appuyant sur une ambition politique industrielle européenne ». Mais je n'oublie pas non plus l'audition conjointe réalisée très récemment, le 9 juin dernier, par la Commission de la Culture, à laquelle d'ailleurs notre groupe d'études est rattaché, et avec la Commission des Affaires européennes et la Commission des Affaires économiques sur l'Union européenne et les enjeux du numérique. À cette occasion, M. Bernard Benamou, le secrétaire général de l'Institut de la souveraineté, qui est à nouveau présent parmi nous, et je vous en remercie, a prononcé un plaidoyer en faveur du traitement sur le sol européen des données concernant les entreprises et les citoyens européens. Je crois que nous devons méditer son message selon lequel, et je cite, « Des mesures de régulation peuvent avoir un impact sur la protection de la vie privée, mais qu'elles peuvent également aider à développer un écosystème européen dans ce domaine. » Nous avons en France et en Europe de nombreuses entreprises capables d'exploiter des données tout en protégeant nos savoir-faire. Notre groupe d'études s'est ainsi rendu la semaine dernière au siège de l'entreprise Advanced Schema à Paris. Ce fut l'occasion pour nous de bien mesurer toute l'importance que pourrait avoir le traitement des données pour créer de nouvelles opportunités de développement économique. Cette audition conjointe a aussi été l'occasion pour David Martinon, présent à nouveau aujourd'hui parmi nous, de faire le point sur l'évolution de la gouvernance de l'Internet. Monsieur l'ambassadeur en charge de la cyberdiplomatie et l'économie numérique, vous aviez alors regretté de ne pouvoir, faute de temps, réagir aux propos tenus par l'ensemble des participants. Il était donc indispensable de vous réinviter pour prolonger et pour poursuivre ces échanges. Et pour vous accompagner tous les deux, je remercie naturellement de leur présence M. Mathieu Veil, directeur général de l'Association française pour le nommage Internet en coopération, la FNIC, M. Sébastien Bachelet, qui va nous rejoindre, il est dans les transports, qui est président d'honneur de l'Internet Society France, ancien membre du conseil d'administration de l'ICANN, mon collègue avec Gaëtan Gors à la CNIL, Maurice Ronet, chercheur à l'école des hautes études en sciences sociales, et Madame la professeure Anna Antida Nodrodom, professeure de droit international public à l'université de Rouen. Oui, spécialiste, il y a donc une à Rouen. Eh oui. Le hasard fait des choses. Donc, Sébastien Bachelet en hivernais, je trouve que... Ben voilà. On l'avait déjà dit. Donc la question qui nous est posée, Madame, Messieurs, cet après-midi, c'est quelle supervision internationale de l'ICANN? Je proposais donc à chacun d'entre vous, en commençant peut-être par vous, Madame, de vous exprimer brièvement sur ce sujet en identifiant bien les aspects stratégiques de cette problématique, et après quoi, naturellement, Catherine Morin-Desailly et Gaëtan Gors, mes collègues, pourront vous interroger sur des points plus précis. Enfin, on pourra ensuite élargir le débat avec les collègues qui nous auront rejoints. Je vous propose que nous clôturions nos travaux vers 16h30, ce qui nous laisse quasiment 2 heures de discussion et qui est quelque chose qui me semble un bon format. Et je vous rappelle que nos échanges sont filmés et diffusés actuellement en direct sur Internet, quand même, et que cette audition est ouverte à la presse. Et je remercie les personnes qui s'intéressent à la question, en accueillant M. Sébastien Bachelet et en le priant de prendre place. Je vais vous donner la parole, Madame, pour que vous puissiez intervenir en premier. Merci, Monsieur le Président. Donc, tout d'abord, il faudrait s'entendre sur l'expression supervision internationale de l'ICANN. Alors, il s'agit sans doute de réfléchir à l'instauration d'un mécanisme international de contrôle de l'ICANN pour répondre aux critiques formulées traditionnellement à l'encontre du fonctionnement de cette institution. L'idée, c'est de revaloriser la place des États dans une structure qui ne correspond pas au modèle de gouvernance mondiale de l'Internet tel qu'on l'a défini au sommet mondial de la Société de l'information, à savoir un modèle multipartite et multilatéral.
Alors, du point de vue du droit international, 2 mécanismes pourraient théoriquement être envisagés pour permettre cette supervision internationale de l'ICANN, un aspect institutionnel et un aspect normatif. Sur l'aspect institutionnel, alors, on peut envisager la création d'une institution externe de tutelle de l'ICANN. On a parlé de Conseil mondial de l'Internet, par exemple, ou éventuellement d'une organisation dédiée qui serait rattachée à l'ONU. On pourrait envisager, par exemple, un programme des Nations Unies dans un premier temps, puis éventuellement une institutionnalisation plus poussée, avec une compétence générale, transversale, de définition des politiques publiques de l'Internet mondial. Le problème, c'est que créer une nouvelle institution dans un contexte de prolifération institutionnelle ne paraît pas souhaitable. Il faut éviter évidemment les doublons. Alors on peut aussi travailler sur l'existant. L'ICANN l'a fait puisque l'ICANN s'efforce depuis plusieurs années d'améliorer son fonctionnement en renforçant le pouvoir des États au sein du GAC, notamment avec la réforme des statuts de 2002, mais également en renforçant ses mécanismes de transparence, d'accountability, avec l'adoption récente, en mai dernier, de ces nouveaux règlements, les bylaws, qui vont dans le bon sens, même si on peut encore les améliorer. L'ICANN est certes critiqué, mais dispose d'une certaine légitimité par son efficacité, qu'il faut quand même reconnaître. Donc les résultats, l'objectivité des résultats peuvent être mesurés et montrent voilà, une efficacité indéniable. D'autres solutions qui pourraient être envisagées, c'est une première solution qui serait de renforcer aussi les pouvoirs du Forum pour la gouvernance d'Internet. Alors le problème, c'est qu'on arriverait à une gouvernance qui deviendrait centralisée et il n'est pas certain que ce modèle de gouvernance soit adapté à un réseau qui est structurellement distribué. Le modèle de décentralisation de la gouvernance d'Internet correspond mieux, nous semble-t-il, à la structure acentrée du réseau. Et donc l'autre solution serait de prendre en considération de manière sérieuse la gouvernance en réseau avec un renforcement des solutions de coordination horizontale des différentes institutions en place ou éventuellement la mise en place d'une structure légère de coordination. Ça, c'est l'aspect institutionnel. Du point de vue normatif, la question qui a pu se poser est celle de l'élaboration d'un traité transatlantique sur la gouvernance de l'Internet, alors qui regroupe plusieurs questions. Est-ce que ce traité est souhaitable? Est-ce qu'on doit le faire? Il faut distinguer ici les réflexions quant à la forme de l'instrument de celles relatives à son contenu. Sur la forme de l'instrument, alors la forme conventionnelle présente évidemment une certaine sécurité juridique, mais est-ce qu'elle est adaptée à l'objet Internet? La convention serait multilatérale, mais pas multipartite. Les négociations seraient très longues. Et il faut reconnaître que les instruments non contraignants ont davantage été développés dans le secteur de l'Internet et de manière plus générale. On a quand même cette tendance actuellement à favoriser, on le voit dans les travaux de la Commission du droit international, dans les remarques qui sont formulées par les États au sein de la 6e commission de l'Assemblée générale des Nations unies, on a une tendance quand même vers ces instruments non contraignants qui permettraient aux acteurs non étatiques de participer pleinement à la formation de cette norme. Et ces instruments peuvent être efficaces. Après, sur le fond, est-ce qu'il existe un droit international de l'Internet et à quoi correspond-il? Alors, c'est le droit applicable à Internet, et on peut le trouver dans différents instruments, et puis un droit international du cyberespace qui a commencé à être formalisé. On parle du principe de neutralité, notamment d'égalité d'accès de tous aux techniques de l'information et de la communication. Alors, plusieurs questions là aussi se posent. Est-ce que c'est un droit des activités sur Internet? Est-ce que c'est un droit d'un espace particulier? Et ça renvoie à la question de la qualification d'Internet. S'il est certain qu'on a besoin de principes internationaux, évidemment, les principes contraignants, l'élaboration de principes contraignants pourrait poser certaines difficultés. Alors, pour conclure, quel rôle pour l'Union européenne dans cette gouvernance mondiale?
Alors, au sein de l'Union européenne, on pourrait envisager la création d'un organe dédié aux questions relatives à Internet pour penser Internet de manière transversale, en évitant de séparer les aspects techniques des aspects politiques qui sont nécessairement imbriqués. L'atout de l'Union européenne, c'est de pouvoir envisager toutes les problématiques en même temps et non de manière sectorielle, et d'établir un véritable modèle européen de gouvernance de l'Internet. Cela permettrait aussi à l'Union européenne de parler éventuellement d'une seule voix, de défendre une conception européenne d'Internet en matière de protection des données, par exemple, et de s'insérer dans ce modèle de gouvernance multipartite et multilatéral. Dans une autre façon d'agir pour l'Union européenne, c'est par sa jurisprudence. Là, la jurisprudence de l'Union européenne permettrait de justifier et d'asseoir la compétence normative et juridictionnelle de l'Union européenne, au même titre que le font actuellement les États. Je ne parlerai pas pour l'Union européenne de souveraineté numérique. Hein, pour une organisation internationale, ce n'est pas tout à fait adapté. Mais là, il y a vraiment un moyen d'agir concrètement pour asseoir le droit de l'Union européenne, la conception européenne d'Internet. Je vous remercie. Merci Madame le professeur. Je propose qu'on continue avec Maurice Renet. Merci Monsieur le Président. Alors, une manière d'aborder la question, c'est de se demander si le processus de réforme en cours, la fameuse transition, est-ce que, engagé quand même au lendemain des révélations sur la surveillance par Edward Snowden, est-ce que ce processus de réforme a accouché d'une souris? En fait, pour moi, il y avait deux enjeux dans la réforme de l'ICANN. Il y avait en fait deux vices de construction et de conception à corriger, à réparer. Alors, le premier, c'est celui qui attire évidemment le plus l'attention et qui suscite les controverses depuis des années. C'était le contrat qui lie depuis l'origine l'ICANN au département du commerce. Donc c'est le lien de dépendance avec le gouvernement américain. Et moi, je voudrais attirer l'attention sur le deuxième enjeu, qui était celui de second vice de construction, qui est l'absence de redevabilité, en fait l'autonomisation de l'ICANN par rapport à l'ensemble des parties prenantes. Le fait que c'est édifié comme ça au fil des années, une immense organisation dotée d'un budget considérable et qui finalement est assez autonome vis-à-vis des parties prenantes et pas seulement d'ailleurs vis-à-vis des gouvernements. Puisque les architectes qui avaient veillé les architectes de l'ICANN, ceux qui l'ont conçu, avaient veillé à ce qu'aucune des communautés constitutives de l'ICANN, les organismes nationaux qui gèrent les noms de domaine, ceux qui gèrent les noms de domaine génériques, les registres Internet régionaux, les gouvernements, donc les concepteurs, les architectes de l'ICANN avaient veillé à ce qu'aucune de ces composantes ne puisse faire prévaloir son point de vue par rapport aux autres. Et dans l'aspect de mécanique d'horlogerie qui a présidé à la création de l'ICANN, on a prévu plein de mécanismes fondés sur le consensus qui visaient donc à asseoir la légitimité des décisions de l'ICANN. Et formellement, le fonctionnement de l'ICANN était assez transparent, puisque les comptes rendus, les minutes de toutes les réunions du conseil d'administration, des organisations qui le composent, tout ça a été retranscrit, publié sur le site web de l'ICANN. Formellement, les décisions devaient suivre un cheminement très complexe à travers l'ensemble des entités qui représentent les communautés de l'Internet. Mais en réalité, donc malgré ce fonctionnement hyper démocratique, très sourcilleux, basé sur la transparence, fondé sur la recherche du consensus, en réalité, les mécanismes de décision étaient tels que c'était finalement le board, le conseil d'administration, qui prenait les décisions majeures, parfois contre l'avis de ses composantes. Et un conseil d'administration très largement coopté, tout ça d'ailleurs avait été bien vu, analysé dans le rapport du Sénat. Et donc on a assisté au fil des années à une forme d'autonomisation de l'ICANN vis-à-vis des parties prenantes. Et cette autonomisation repose pour une large part sur le financement de l'ICANN, qui est assis sur des taxes, des frais de demande, des frais annuels d'accréditation, des frais variables par bureau d'enregistrement, enfin toutes sortes de taxes
qui font que ceux qui gèrent le .com, le .net, le .org reversent donc à l'ICANN des sommes importantes. Et compte tenu de ce mode de financement de l'ICANN assis sur les noms de domaine génériques, il était assez tentant, assez logique que l'ICANN cherche à maximiser ses revenus et donc à ouvrir la voie à de nouveaux noms de domaine génériques. Mais en fait, ce biais, on l'a déjà vu se cristalliser lorsque l'ICANN a autorisé VeriSign, qui gérait le .com, lorsque l'ICANN a autorisé VeriSign à augmenter le prix des dépôts et donc à l'ICANN d'augmenter ses propres revenus. Donc le budget de l'ICANN est ainsi passé de 5 millions en 2000 à 65 millions de dollars en 2011 et il a franchi en 2016 le seuil des 120 millions et devrait atteindre 130 millions en 2017. Et à ceci s'ajoute l'espèce de trésor de guerre que s'est constitué l'ICANN en autorisant donc l'ouverture d'une nouvelle vague de noms de domaine qui, compte tenu du coût d'entrée de 185 000 $ par extension, auquel s'ajoute 25 000 $ de frais annuels. Donc c'est en fait la procédure d'attribution des noms de domaine génériques a permis à l'ICANN donc de se constituer un trésor de guerre de 300 ou 400 millions de dollars. Et son personnel, qui était d'une dizaine de personnes il y a 10 ans, est passé à 301 en 2016 et atteindra 359 personnes en 2017. Donc pour moi, ce processus d'attribution des noms de domaine génériques a permis à l'ICANN d'augmenter son trésor de guerre et de renforcer encore son influence et son autonomie vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes. Et donc, dans un sens, cette petite structure créée en 1998 a pour une part échappé à ses concepteurs, y compris américains, et s'est transformée en une d'excroissance bureaucratique qui dispose de revenus considérables. L'ICANN rend évidemment des services tout à fait utiles, elle les rend de manière absolument efficace. Il reste qu'elle présente les traits d'une bureaucratie qui s'est autonomisée. Et dans le débat sur la réforme de l'ICANN, très souvent, la comparaison avec le CIO ou la FIFA s'est imposée aux analystes, aux commentateurs et même aux protagonistes de ce débat. Donc, c'est à l'aune de ces deux exigences, la première qui était rompre le cordon ombilical avec le département américain et la restauration du contrôle des diverses parties prenantes sur l'ICANN, qu'il faut juger la proposition de réforme, la transition en cours. Et là, je m'appuierai assez largement sur les commentaires de Milton Muller, qui est un expert assez reconnu et généralement très critique, en fait, et de l'ICANN et de même de la politique numérique du gouvernement américain. Lui reconnaît que la réforme en cours présente quand même pas mal d'avancées. Il porte un jugement globalement positif. Alors, ce sur quoi il met l'accent, c'est sur le fait que cette réforme des statuts de l'ICANN va instaurer une plus grande stabilité dans les règles du jeu, puisque les statuts de l'ICANN, justement, ne pourront plus être modifiés unilatéralement par le board. Les statuts lui permettaient jusqu'alors de modifier les statuts avec une simple majorité de 2/3. Désormais, les règlements considérés comme fondamentaux devront être approuvés par un vote des 3/4 du conseil d'administration et devront être ratifiés par une communauté plus large, suite en plus par ailleurs à des consultations publiques. Pour moi, l'élément majeur, peut-être, c'est le renforcement des recours en cas de décision problématique, puisque la réforme prévoit la mise en place d'un processus d'appel indépendant et qui produira des recommandations à caractère contraignant. Donc le processus d'examen ou de recours indépendant repose sur un panel de 7 juges indépendants, non sélectionnés par le board de l'ICANN, et ce panel de juges pourra se prononcer sur le bien-fondé des plaintes déposées par des particuliers ou par des entreprises. Et c'est l'ICANN qui supportera les coûts administratifs de ce jury, donc de 7 experts permanents.
Donc si on prend l'exemple, par exemple, de la controverse autour du point vin ou du point wine, dans le passé, ce désaccord aurait été soumis à des procédures finalement assez peu indépendantes du board pour se faire entendre. Désormais, avec la réforme, ce genre de désaccord, de contestation, sera soumise à un panel de 7 juges indépendants qui jugeront et sur la forme et sur le fond. Et puis le troisième volet de cette réforme, c'est la mise en place, en tout cas le renforcement des contre-pouvoirs au sein même de l'ICANN, puisque la réforme prévoit la constitution d'une structure, là je ne sais pas comment vous traduisez, la Empowered Community, disons qu'une espèce d'assemblée générale réunissant les différentes composantes qui pourront s'opposer aux modifications de statut et des règlements fondamentaux, qui pourront et surtout révoquer un membre du board et même révoquer le conseil d'administration lui-même. Donc un vrai droit de regard est accordé désormais aux différentes entités qui composent qui constituent l'ICANN. Elles auront un droit de regard sur les budgets et sur les plans stratégiques. Et elles pourront même engager des procédures devant le panel pour contester les décisions du Conseil, notamment les décisions du Conseil, enfin du board, relatives à la fonction IANA. Alors, je sais que d'autres, je laisse de côté la question du poids particulier ou de la place particulière qui est accordée au gouvernement et à l'instance qui les réunit, le GAC, puisque les pouvoirs de contestation des décisions de l'ICANN par le GAC sont soumises à des règles beaucoup plus strictes donc pour les gouvernements que ça ne l'est pour les autres composants. Donc c'est évidemment un sujet sensible. Disons que et puis bon, j'ajoute que par ailleurs sont renforcés, mais c'était déjà le cas, pas mal de mécanismes de transparence. Mais là, il ne s'agit plus de l'obligation de publier les minutes des réunions et tout ça. Il s'agit de permettre aux composants de l'ICANN elles se voient reconnaître le pouvoir d'accéder aux documents, aux comptes, aux dossiers, et pour procéder à des inspections. Donc pour conclure, il y avait deux enjeux. Donc, le premier, c'était le lien ombilical avec le département du commerce. Le cordon est rompu sans que pour autant ait été mise en place une véritable supervision. Par contre, sur l'autre sujet qui était celui de l'absence de contrôle, l'absence de redevabilité de l'ICANN vis-à-vis de ses composantes, on peut estimer, là je suis d'assez près donc un peu le point de vue de Milton Muller, que de vrais mécanismes de contre-pouvoir rendent désormais le board de l'ICANN beaucoup plus responsable, beaucoup plus tenu de rendre des comptes. Alors, s'agissant de la capacité des gouvernements réunis au sein du GAC à influer sur les décisions, j'admets qu'elle reçoit une réponse peu satisfaisante, mais je suis vraiment curieux de connaître le point de vue des autres intervenants pour savoir s'il était possible d'aller plus loin en matière de supervision. Merci, Monsieur René. La parole est à vous, Monsieur Bernard Benamou. Merci. Merci infiniment. Alors, je vais préciser d'où je parle. Je ne le fais pas toujours, mais je vais quand même essayer. Donc, je m'occupe aujourd'hui de l'Institut de la souveraineté numérique, dont je suis le secrétaire général, mais dans une autre vie, que je finis par penser lointaine, j'ai été effectivement le Sherpa, donc le conseiller de l'ambassadeur français au sommet, qui avait été effectivement cité tout à l'heure, sommet mondial des Nations Unies sur la société de l'information. Et donc, l'un des co-rédacteurs du texte final de ce sommet qu'on a appelé Agenda de Tunis. Et c'est pour ça, effectivement, pour avoir en plus été présent au GAC à de nombreuses reprises durant cette période et avoir vu l'évolution qui a été notée d'une structure toute petite de l'ICANN qui était effectivement créée par l'administration Clinton et par ses juristes, donc en 98, et qui est devenue, et c'est là où je vais sortir de toute forme de réserve liée à mes précédentes fonctions, qui est devenue un monstre. Qui est devenu un monstre. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, pour garantir l'effectivité du pouvoir américain sur la structure en question, on lui a donné
progressivement une lourdeur bureaucratique, une comitologie quasi soviétique, vous direz les experts de l'époque, pour en plus lui permettre de monter en puissance en termes de lobbying. Ça a été noté, les facteurs de multiplication de la structure d'un point de vue budgétaire ne se justifient en rien quant à la nécessité réelle de fonctionnement de la structure. Ça, c'est une chose. De surcroît, l'attention des gouvernements, l'attention des opinions publiques a été volontairement hyper focalisée sur l'ICANN. Et je pense qu'avec le recul, nous avons eu tort. Parce que le vrai pouvoir, comme dirait quelqu'un, le vrai pouvoir est ailleurs. Il a été noté effectivement la période dans laquelle nous nous trouvons. Nous nous trouvons maintenant à 3 ans pile quasiment des révélations Snowden. Et à aucun moment, et je tiens à le rappeler, à aucun moment dans l'affaire Snowden, on a pu voir de près ou de loin des éléments en relation avec les prérogatives de l'ICANN. En revanche, des organismes beaucoup plus opaques, ou enfin beaucoup moins connus du grand public, comme l'IETF, donc le collège des ingénieurs mondiaux de l'Internet, a été lui effectivement à plusieurs reprises mis en question par ses liens, parfois involontaires, avec les autorités et en particulier les agences de sécurité américaines. Donc je crois que nous devons faire preuve de maturité et de modestie par rapport à ce qui a été notre attitude passée et voir que l'attention des pouvoirs publics, en particulier donc des gouvernements européens aussi, doit être désormais focalisée sur les véritables points de contrôle et points stratégiques ou névralgiques de l'Internet, ce qui n'a pas été le cas dans le passé. Je rappellerai, pour y avoir justement été longtemps présent, que le GAC n'est même pas une chambre d'enregistrement. C'est une aimable réunion de représentants qui se retrouvent partout dans le monde à intervalles réguliers de différentes administrations mondiales, puisque le GAC a lui aussi effectivement connu une montée en puissance, mais qui a un pouvoir qui est purement formel, c'est-à-dire qui n'intervient pas sur la réelle décision des choses. Je vous citerai un exemple. Un club, une sorte d'endroit, enfin de choses où il est bon de se trouver pour des hauts fonctionnaires ou des représentants d'État, mais sans aucune prise réelle sur les choses. Je préciserai que parmi les points de controverse lourds par rapport à l'ICANN, il y a 2 exemples où les gouvernements se sont déclarés contre la décision du board et où ils n'ont pas été suivis, quand bien même ces gouvernements s'appelleraient aussi le gouvernement des États-Unis, à savoir le point XXX pour les ressources pornographiques et la réattribution, alors là pour le coup en accord avec le gouvernement américain, du point .com par la société effectivement VeriSign qui gère ce point .com aujourd'hui. Et la particularité, je préciserai, on a beaucoup parlé des acquisitions, des méga acquisitions technologiques ces derniers temps avec Microsoft qui a racheté LinkedIn. La 5e ou 6e acquisition la plus importante de tous les temps correspondait au rachat par VeriSign de la société Network Solutions pour 18 et quelques milliards de dollars, me semble-t-il. Donc il faut se rendre compte qu'il y a des enjeux financiers colossaux. Je précise effectivement, ça a été dit, que l'ICANN vit par le biais de ces différentes formes de flux de revenus que sont les dépôts de nom de domaine, plus effectivement les traitements des dossiers. Je préciserai pour mémoire que les GTLD, donc les nouveaux dossiers, les nouvelles extensions, dont aucune n'a connu un succès notable jusqu'alors, ces nouvelles extensions n'ont absolument pas généré donc effectivement un budget équivalent aux 400, certains disaient au départ 500 millions de dollars qui effectivement sont rentrés dans les caisses de l'ICANN pour son plus grand bonheur et dans la plus grande opacité quant au traitement effectivement de l'argent en question. Et donc je crois qu'il nous faut, tout à l'heure le mot FIFA a été prononcé, donc il ne s'agit plus il s'agit plus d'ubérisation mais de fifaisation possible des structures de gouvernance de l'Internet. Je crois qu'il nous faut prendre effectivement un peu de recul et effectivement être en mesure de se poser la véritable question qui vaille, c'est est-il important pour les gouvernements européens de réintégrer, je précise que dans l'histoire de l'ICANN, la Commission européenne occupait pendant longtemps le secrétariat de l'ICANN. Lors de la création, il avait été accordé à la Commission européenne le soin d'effectuer le secrétariat. Je crois qu'on doit se poser la question de savoir si c'est la bonne oui, pardon, secrétariat du GAC, oui, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, important. Secrétariat du GAC. Donc, fondamentalement, nous devons nous poser la question de savoir quels sont les leviers d'action des gouvernements européens face effectivement à une structure qui a dérivé et face à une gouvernance de l'Internet qui regroupe, ou en tout cas qui doit intégrer bien d'autres structures, bien d'autres lieux de discussion, voire de pouvoir, que le seul ICANN.
Je préciserai, puisqu'il était question d'un traité transatlantique, c'est une proposition qui vous est chère, Madame la Présidente, et qui nous a donné l'occasion de souvent échanger sur ces points. Je crois que plus que jamais, l'Europe, qui a été aux avant-postes des propositions parmi les plus en pointe en matière de régulation de l'Internet, comme par exemple lors du sommet mondial, l'Europe a été la seule région du monde à proposer d'emblée que la neutralité, l'ouverture et l'interopérabilité, les trois principes fondamentaux de l'Internet, soient intégrés. Jamais les gouvernements américains ou d'autres régions du monde n'avaient été jusque-là. Je crois que nous devons envisager justement une action transatlantique, non pas pour se mettre sous la coupe, comme certains ont pu le penser, d'un pouvoir américain, mais au contraire, pour intervenir sur la gouvernance. Parce que je rappellerai que dans la période récente, les vrais travaux fondamentaux sur la gouvernance de l'Internet se sont faits sans les Européens. Le récent accord sino-américain sur le cyberarmement s'est fait sans qu'à aucun moment les Européens n'y soient associés. Et directement de M. Obama à M. Xi Jinping. Donc par définition, je crois que nous devons avoir une attitude lucide et concernant l'ICANN, ne pas être dupe évidemment de cette inflation à la fois budgétaire et de cette volonté d'émancipation. Je maintiens le pari que j'avais fait ici même dans cette maison il y a quelques jours où je disais que je ne crois pas que le gouvernement américain laissera au-delà du 30 septembre le pouvoir sur la racine suprême, ce qu'on appelle la root zone file, c'est-à-dire la fonction IANA, à autre chose que l'humain. Et je pense qu'effectivement, ce point-là restera un point dur, et c'est censé, si ma mémoire est bonne, être modifié le 30 septembre de l'année courante. Je pense que des arguments juridiques, un cavalier législatif, je ne sais pas, sera trouvé pour effectivement faire en sorte que cette date soit prorogée bien au-delà des élections présidentielles américaines, ce qui remettrait l'ensemble des compteurs à zéro. Donc je crois que, là encore, je ne dirais pas qu'il est urgent d'attendre, au contraire, je crois qu'il est urgent de réviser, au sens de retravailler notre doctrine par rapport à ces questions, et avoir effectivement, pourquoi pas, un texte fondateur, alors après binding, non-binding, c'est-à-dire quel sera le pouvoir d'exécution de ce texte. Je crois que dans un premier temps, un accord transatlantique, c'est quelque chose qui serait très ramassé dans sa forme, quelques pages, avec quelques éléments sur les grands principes que nous voulons intégrer, en particulier, puisque ça a été cité, la protection des données, la protection des entreprises, la protection des infrastructures critiques de l'Internet, chose qui malheureusement a donné lieu à des débordements nombreux. Je préciserai pour l'actualité toute récente, qui date de 48 heures, que l'une des technologies qui semblait les plus prometteuses en matière de technologie financière, à savoir la blockchain, donc à l'origine des bitcoins, vous savez, cette monnaie, cette crypto-monnaie comme on l'appelle, a été l'objet d'un grand piratage avec l'un des dérivés justement de ces monnaies qu'on appelle l'Ether, qui a été piraté à hauteur de 50 millions de dollars, et l'ensemble de la technologie en question a été arrêté, de peur que ça ne se reproduise, et je préciserai que la technologie en question, son noyau de sécurité a été élaboré par la NSA, d'où toute une série de controverses sur le fait de savoir s'il ne s'agissait pas d'une porte dérobée que la NSA aurait laissée et qui aurait été découverte par d'autres. C'est très compliqué, mais en tout cas, ce que l'on sait, c'est que nous devons maintenant nous assurer au niveau européen que les technologies clés de l'Internet sont élaborées avec nous, non pas sans nous, et qu'elles garantissent un certain niveau de sécurité et de confiance, parce que si cette confiance devait être balayée, c'est l'ensemble de l'édifice technologico-politico-économique de l'Internet qui pourrait en être affecté, voire possiblement, effectivement, connaître une crise majeure, une crise de système, comme on dit. Donc je crois que l'ICANN intervient, et la supervision, puisque c'était l'objet de notre réunion aujourd'hui, intervient dans ces questions, mais pas seulement, et là encore, ne pas se tromper sur la nature des évolutions en cours et effectivement sur ce qui a été dit, à savoir effectivement une dérive bureaucratique et une dérive économico-financière à laquelle nous ne saurions souscrire sans risquer effectivement d'en être un jour les victimes. Merci M. Bernard Benamou. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président. À ce stade, je serais assez enclin à réagir à ce qu'ont dit mes prédécesseurs. Par rapport à ce qu'a dit Madame le professeur Norodom, ce qu'elle a proposé était assez cohérent avec ce que voulait la France. Mais ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Nous n'allons pas vers une extension, une agence des Nations Unies en charge de la supervision des questions de gouvernance technique de l'Internet, parce que
la majeure partie de la communauté, majorité constatée, n'en veut pas. Et c'est un phénomène que l'on a noté depuis la conférence mondiale des télécommunications de Dubaï en décembre 2012, où on a constaté une fragmentation du monde entre ceux qui étaient enclins à éloigner l'Internet du système onusien et ceux qui auraient voulu au contraire, dit-on, que l'UIT notamment assure une forme de supervision sur ces enjeux-là. Donc ça n'arrivera pas, et Madame le professeur Norodom a eu raison d'ouvrir la direction d'un travail sur l'existant, puisque c'est effectivement ce vers quoi nous nous sommes engagés. Alors, je vais revenir dans un instant sur la réforme de l'ICANN, mais sur le point du renforcement éventuel des pouvoirs du Forum sur la gouvernance de l'Internet, je suis personnellement assez circonspect parce que le FGI, pour moi, n'a jamais montré une capacité à embrasser véritablement la gouvernance de l'Internet d'une manière vraiment efficace. Le FGI a le mérite d'exister comme organe d'hébergement de discussions très ouvertes, et c'est très important. Mais il n'y a aucun consensus pour que le FGI se transforme en organe décisionnel. Il n'y a même pas de consensus pour qu'il y ait des conclusions ou des orientations dégagées à l'issue de ces réunions. Lors de la revue à 10 ans du Sommet mondial sur la société de l'information, qui s'est tenue en décembre dernier à New York, nous avons la communauté internationale, donc, tous sanctionnés par un texte, négocié pendant 3 ans au sein de l'UNESCO, au sein de la Commission Sciences et Technologies pour le Développement, au sein de l'UIT. La communauté internationale, l'Assemblée Générale des Nations Unies, a prolongé pour 10 ans le mandat du FGI, a mis l'accent sur la nécessité d'assurer la pérennité de son financement, mais n'est pas allé tellement plus loin. Et de notre côté, nous avons accepté dans les négociations d'en rabattre un petit peu sur les objectifs que nous souhaitions assigner au FGI, mais je ne vois pas de grands changements à l'horizon, malheureusement, parce que pour moi, le FGI est une instance qui est assez opaque en réalité. Quand on y va, on assiste à des panels, des réunions, tout ça est fort bien. Mais ce qui se passe en amont est très opaque, pas du tout transparent. C'est un système de cooptation comme on en voit plein dans la gouvernance internationale de l'Internet, avec les habitués qui se cooptent entre eux et qui ont leurs propres règles pour faire en sorte que les chaises vides restent vides jusqu'au moment où il faut bien les combler par un habitué, un abonné, un insider, enfin, vous voyez. Et donc nous avions dit que cela devait changer. On verra, nous allons y travailler, mais je n'ai pas d'immenses espoirs concernant le FGI. Là où je rejoins totalement ce qu'a dit le professeur Norodom, c'est qu'il faut accepter le fait que la gouvernance internationale de l'Internet est une gouvernance par essence distribuée. C'est l'essence même de l'Internet distribué, et c'est l'essence même de l'Internet, je le dis et je le répète, d'être multi-partie prenante. Ce n'est pas une affaire de gouvernements entre eux. Ça ne peut pas marcher comme ça parce que ce n'est pas son histoire. Encore une fois, je l'ai dit la semaine dernière, ou il y a 10 jours, l'histoire de l'Internet, c'est au tout début l'histoire d'un État. Mais contrairement à ce que dit Bernard, je ne crois pas que la NSA soit derrière tout. Je n'y crois pas du tout. Je n'ai pas la théorie du complot. Et je suis le premier à avoir dit la semaine dernière que, en effet, parce que, en effet, comme l'a dit le professeur Renet, le mouvement de transition a été lancé suite au contexte créé par les révélations d'Edward Snowden, qui a mis les autorités américaines dans une situation où, pour éviter d'être encore plus sous la pression internationale, il fallait montrer une ouverture. Mais ça n'a rien à voir, en effet, avec Edward Snowden et avec les programmes de surveillance de masse. Ça, c'est l'affaire de l'IETF. Et en effet, là, probablement, nos amis de la NSA, je dis nos amis parce qu'on ne sait jamais, il y a peut-être des téléphones ouverts, et il faut se fâcher avec personne, ont très probablement fourni des efforts persistants pour que les questions d'encryption soient
minorée. Donc ça a été dit, je ne vais pas y revenir. Sur la question du traité transatlantique sur la gouvernance de l'Internet, là encore, lors de la réunion de New York, un consensus assez difficile à obtenir s'est dessiné pour que cette voie ne soit pas ouverte. Parce qu'en réalité, si on veut ouvrir la négociation d'un traité, enfin, à mon sens, il ne faut ouvrir la perspective d'un traité que si on a des idées très claires sur ce qu'on veut mettre dans ce traité. Le traité, il faut au fond l'avoir écrit à l'avance avant d'entrer dans la négociation. En l'occurrence, une partie de la communauté internationale, comprendre nos amis russes et ceux qui leur sont proches, aurait voulu que ce traité porte sur la régulation du cyberespace au sens du cyberespace comme espace de conflit. Une autre partie, notamment nos amis chinois, aurait voulu que ce traité ou cette négociation porte sur les aspects de cybercriminalité, battant en brèche nos efforts d'universalisation de la Convention de Budapest, qui est un outil robuste, opérationnel, qui fonctionne au jour le jour, mais évidemment avec des descriptions de crimes et de délits qui ressemblent à nos standards, et qui donc, par opposition, ne ressemblent pas aux standards que voudraient imposer nos amis chinois, notamment sur la liberté d'expression sur Internet, sur ce qu'ils appellent la pornographie, le terrorisme, etc. Tout ça, nous n'avons pas les mêmes définitions. Et nous n'étions pas prêts à entrer dans une négociation avec eux là-dessus. Donc, cette perspective est remise à plus tard et à beaucoup plus tard, en réalité. Quand Bernard, tu dis que l'Europe est absente de la régulation, tu as dit de la gouvernance internationale de l'Internet parce que l'accord États-Unis-Chine sur le cyberespace a été négocié par-dessus nos épaules, ça n'a rien à voir. Puisque c'est moi qui ai la parole maintenant, je voudrais dire que cet accord bilatéral, qui n'en est pas vraiment un, c'est un communiqué conjoint, porte encore une fois sur les questions du cyberespace au sens espace de conflit, de pratiques étatiques, considérées avec bienveillance ou non. Ça n'a rien à voir avec la gouvernance internationale de l'Internet. Et en l'occurrence, ce qui est sorti de cette rencontre entre les présidents Obama et Xi est en réalité directement inspiré des travaux du groupe des experts gouvernementaux de l'ONU, où la France et un certain nombre d'autres États européens sont particulièrement actives et continueront à l'être. Et je serais ravi d'en parler avec vous si vous le souhaitez. Alors, pour ce qui est... Donc, on ne peut pas dire que l'Europe soit écartée de tout ça, parce qu'en l'occurrence, la France n'est pas encore, sur ce sujet précis, n'est pas encore entrée dans une discussion bilatérale avec nos amis chinois, mais nos amis allemands, nos amis britanniques ont obtenu exactement la même chose que les Américains. La France réfléchit aujourd'hui sur ces questions-là, et probablement nous aurons des choses à dire, peut-être dans les mois qui viennent, je ne sais pas encore. Pour ce qui est de la réforme de l'ICANN, chacun sait que nous l'avons appelé de nos voeux. Je n'ai cessé de l'appeler de mes voeux. Je n'ai cessé de dire que, en effet, le risque, c'était que l'ICANN devienne la FIFA de l'Internet. Au final, et je le dis sous le contrôle sourcilleux de Mathieu Veil, qui a été la cheville ouvrière de cette réforme, il y a beaucoup de bien, et nous en sommes satisfaits parce que ça correspond à des idées, des souhaits que nous avions exprimés depuis le début, et qui ont été bien décrites par le professeur René, à savoir redonner du pouvoir. Alors nous, dans notre idée au départ, parce que comme on fonctionne encore avec le cadre de la loi de 1901 sur les associations, c'était de créer une assemblée générale, sauf qu'on est dans le droit californien des affaires, donc il n'y a pas de membership, et il y a des membres de la communauté qui n'ont pas à payer de ticket d'entrée, et il suffit de payer le billet d'avion pour arriver à la réunion de l'ICANN. Et donc de ce point de vue-là, l'assemblée générale est un concept qui ne peut pas se transposer, mais ce qui a été inventé ressemble de manière très proche à ce que nous voulions, à savoir que la communauté de l'Internet, ou la communauté de l'ICANN, il ne faut pas tout confondre, s'est donné un pouvoir de contrainte sur le board et sur toute éventuelle modification des bylaws de l'ICANN. Ça, c'était très important. Deuxièmement, comme vous l'avez dit,
notre expérience, et en l'occurrence mon expérience vécue des débats sur le point vin et le point wine, nous avait montré le caractère grotesque des mécanismes existants de correction des décisions du board de l'ICANN et de règlement des différends, avec notamment la procédure de Request for Reconsideration, demande de reconsidération des décisions du board, qui consistait en gros à demander à une instance composée à 95% des mêmes personnes de se ressaisir d'une décision prise immédiatement avant. Donc tout ça n'avait aucun sens, et nous avons obtenu un certain nombre de choses là-dessus, et Mathieu pourra témoigner que sur ces sujets-là, la France a beaucoup travaillé, notamment sur la question de cette cour arbitrale, qui heureusement n'est pas une vraie cour arbitrale, parce que pour créer une cour arbitrale et lui donner la plénitude de juridiction, encore faudrait-il qu'il y ait précisément un traité international pour fonder l'ICANN. Hein. Et donc nous savons que ce traité n'existera pas. Donc de ce point de vue-là, nous n'avons que des raisons d'être satisfaits, même si en effet ce sont des procédures qui sont complexes, et c'est vrai que c'est une comitologie qui peut paraître soviétique, mais enfin en même temps quand on a travaillé dans le communautaire, le terme de communautaire vaut largement le terme de soviétique. J'avais oublié qu'il y avait des journalistes dans la salle. Mais je veux dire que pour le coup, c'est quand même difficile de vouloir à la fois que la communauté soit pleinement associée aux décisions de l'ICANN et en même temps remettre en question cette comitologie, parce que on voit bien qu'à Bruxelles, c'est bien par la comitologie que les décisions se construisent, certes lentement, patiemment, mais avec rigueur. Et je dis ça, c'est un vrai dilemme, parce que une partie de la communauté vous dira qu'elle souhaite exercer ce pouvoir de contrôle et de construction des décisions, mais qu'en même temps, le caractère de plus en plus complexe des régulations de l'ICANN fait qu'il est d'autant plus difficile pour des membres de cette communauté qui ne sont pas payés pour faire ça, de rester au contact et de continuer à y participer pleinement. C'est un vrai sujet. Et du coup, le pouvoir tend à continuer à aller vers ceux des acteurs de la communauté qui ont, eux, les moyens d'investir ces comités et d'y passer du temps et d'y faire du lobbying, disons-le. Il y a deux sujets qui nous ont véritablement gênés et qui font qu'au final, la France, le gouvernement français au sein du GAC a décidé de ne pas soutenir la transition, de ne pas soutenir la proposition et en même temps de ne pas bloquer sa transmission au département du commerce. C'est en effet le fait que désormais, pour toujours, la règle du consensus la règle de l'unanimité au sein du GAC devra prévaloir. C'est-à-dire que nous sommes dans une situation comparable en théorie des jeux à celle du dictateur faible, où il suffit d'un État pour bloquer tout au sein du GAC. Ce qui veut dire que cet État, en théorie, peut être n'importe lequel. Dans la pratique, c'est essentiellement un seul qui s'autorise, au fond, parce qu'il joue à domicile, à bloquer tout ce qui lui semble nuire à ses propres intérêts. Et je dis ça en ayant constaté que lors de la dernière réunion de Marrakech du GAC, une réunion décisive, un certain nombre d'États ont manifesté leur opposition ou leur désaccord avec la proposition, et précisément avec cette proposition-là, mais aucun n'a souhaité aller jusqu'au bout, c'est-à-dire à bloquer la décision. Et je veux parler de la France, du Brésil. Mes instructions n'étaient pas de bloquer. Le Brésil non plus. Mais je pourrais parler de la Russie et de la Chine, qui pourraient faire preuve de beaucoup plus d'une plus grande capacité de nuisance. Ni l'un ni l'autre, ni l'une ni l'autre, n'ont souhaité bloquer cette transition. Donc, la Chine comme la Russie ont exprimé leur désaccord, mais n'ont pas souhaité bloquer la transition. Et donc au final, on voit bien que dans le système de l'unanimité, bloquer un texte comporte un coût politique et diplomatique qui est très important. Et c'est la raison pour laquelle les décisions au sein du GAC
resteront dominés par un certain nombre d'États. Et c'est vrai que c'est une frustration pour nous, parce que le combat il sera de plus en plus difficile, et notamment parce que, quoi que les États eux-mêmes pourront décider, le pouvoir donné, pris par le reste de la communauté, et notamment les acteurs non gouvernementaux, est désormais tel que le pouvoir des États et la voix des États ne sera que plus encore minorée dans l'avenir. Et donc c'est la raison pour laquelle nous sortons de cette négociation avec des regrets, même s'il y a des points positifs, que nous allons continuer à jouer le jeu de la négociation parce qu'il reste une partie de la transition à assurer, de la réforme à assurer, qui va porter sur la diversité. Et cela va commencer dès la semaine prochaine, dès dimanche prochain à Helsinki, où nous allons en effet essayer, nous les francophones, en tout cas nous les non-anglophones, de faire comprendre à cette communauté qu'une institution qui prétend incarner la gouvernance de l'Internet, être l'organe central de gouvernance de l'Internet, ne peut pas être à 40% composé d'Américains et de Canadiens, et ne peut pas parler à 66, ne peut pas avoir à 66% l'anglais comme langue maternelle. C'est le défi qui est devant nous, petit défi que nous relevons. Voilà, je vais m'arrêter là. Merci M. Martinon. M. Veil. Et les conflits d'intérêts, en effet. Merci beaucoup. Donc Mathieu Veil, je suis le directeur général de l'AFNIC. L'AFNIC, c'est l'office d'enregistrement des noms de domaine en .fr. Donc on est dans la gestion décentralisée qui a été décrite plus haut de l'Internet. On est le point d'ancrage, on est l'acteur français au quotidien qui agit dans ce secteur économique. Et même si nous sommes une association loi 1901, c'est une association totalement autofinancée. Donc on a toutes les caractéristiques d'une PME finalement sur le territoire français, impliquée dans ce domaine depuis que nous avons été créés en spin-off de l'INRIA, c'est-à-dire en héritier de ceux qui ont apporté l'Internet en France dans la communauté académique au milieu des années 80. Je veux d'abord saluer l'initiative d'avoir finalement, autour de cette table ronde, l'opportunité de faire du suivi sur un rapport extrêmement important qui avait été remis en 2014 et qui a été mentionné plus haut. Et nous n'avons pas tout le temps dans ces domaines la capacité à faire un point d'étape aussi rapproché, c'est deux ans après, et qui nous permet de voir ce qui, dans les recommandations formulées, a pu être suivi, quels sont les écarts. Et j'y reviendrai un petit peu. De mon point de vue, comme l'a dit David Martinon, d'acteurs très très impliqués dans cette proposition de réforme, puisque j'ai été l'un des trois coprésidents du groupe de travail sur la réforme de la gouvernance de l'ICANN, qui s'est mise en place à l'automne 2014. Et dont les recommandations ont été adoptées à Marrakech en mars 2016. Donc, ce qui est important à bien voir dans ce périmètre, parce que c'est vraiment un aspect majeur qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est le caractère un peu, d'abord historique et surtout inattendu, de l'annonce américaine en mars 2014, qu'ils avaient l'intention de donner son autonomie à l'ICANN, de couper le cordon ombilical mentionné par le professeur René tout à l'heure. Si j'avais été auditionné dans cette même salle 6 mois avant, ou même 3 mois avant, je vous aurais dit, il y a un consensus américain complet, que c'est un actif de défense nationale, stratégique, jamais ils lâcheront. Et c'est la raison pour laquelle cet alignement des signes, avec effectivement qui est le fruit de l'affaire Snowden, hein, c'est très clair, mais aussi de la conférence de Dubaï en 2012, où les États-Unis se sont retrouvés isolés avec un certain nombre des alliés, et notamment toute l'Europe, hein, mais en tout cas minoritaires en termes de nombre de pays dans un secteur ONU, sur les questions de gouvernance, qui a fait qu'il y avait une chance pour enfin réussir ce que nous appelions depuis, ce à quoi nous appelions de nos voeux depuis bien longtemps, puisque depuis la création de l'ICANN environ, c'est-à-dire que le gouvernement américain cesse d'avoir un rôle spécifique, particulier, sur la gestion de l'ICANN, et bien sûr que l'ICANN puisse démontrer qu'elle était passée à l'âge adulte,
C'est-à-dire qu'elle n'allait pas devenir cette FIFA de l'Internet qui a déjà été évoquée. Donc c'est pour ces raisons-là que, à titre personnel, et puis aussi avec derrière le soutien de l'AFNIC et l'ensemble de nos parties prenantes qui sont les acteurs de la communauté Internet en France, on s'est impliqué là-dedans et qu'on a troqué notre posture habituelle d'observateur exigeant et critique de l'ICANN pour essayer d'aller mettre les mains dans la mécanique. Et on a été bien aidé en cela par le fait que la communauté européenne en général, puisque c'était le sujet du rapport, s'est retrouvée totalement en première ligne. Sur 5 coprésidents des 2 grands groupes de travail, 4 étaient européens. Donc je pense que l'Europe a vraiment joué un rôle important dans tous les secteurs, secteur privé, dans ces réformes. Et j'en veux pour preuve que David Martineau vous a décrit son engagement et l'engagement de la France qui a été fort dans ces débats. Sébastien Bachelet a été également un membre du groupe de travail que je coprésidais représentant les utilisateurs. Il y a une présence française significative. Alors, comme ça a été indiqué depuis le début de cette table ronde, je ne vais pas y revenir, la question d'une supervision multilatérale internationale avait été exclue depuis le départ par le gouvernement américain. Ça avait très clairement été posé comme un critère non réalisable, et donc effectivement ça n'a pas été travaillé. Et néanmoins, tout le monde, et là quand je dis tout le monde, c'est y compris les Américains, s'est tout de suite retrouvé sur le fait qu'il fallait équilibrer les pouvoirs considérés comme excessifs du conseil d'administration de l'ICANN. Et le schéma qui est proposé, qui est maintenant même adopté en termes de statut, mais qui n'entrera en vigueur que si le contrat américain arrive bien à expiration au 30 septembre, consiste en une supervision mutuelle entre le conseil d'administration de l'ICANN et les organes constituants de la communauté ICANN. Et je fais très attention à ne pas dire communauté Internet par rapport à communauté ICANN, parce que il n'y a pas de représentation de la communauté Internet existante, et donc je pense que j'ai autant de méfiance, si vous voulez, vis-à-vis du conseil d'administration, parce que s'il est laissé sans contre-pouvoir, il va partir dans des sens, il peut donner lieu à des abus, que vis-à-vis de cette communauté qui, comme l'a décrit David, peut se retrouver prise en otage par des sous-groupes qui sont très très présents là-bas en termes et notamment pas mal d'acteurs aujourd'hui du secteur privé américain. Ils sont très bien représentés, ils sont très actifs et par conséquent on ne peut pas exclure le risque qu'ils prennent des positions dominantes, et donc il faut une supervision croisée. Puisque le multilatéral et la supervision est impossible, il faut de la responsabilité, redevabilité croisée. C'est donc le schéma qui a été mis en œuvre, avec le principe multipartite sous-jacent, celui qui a été aussi décrit et qui est assez constitutif de la culture fondatrice de l'infrastructure de l'Internet, qui est chacun doit être dans son rôle, tous les acteurs, de la société civile aux acteurs privés, au gouvernement. Il y a une évolution qui, de mon point de vue, était absolument nécessaire et que je trouve très positive, qui est que dans l'équivalent d'Assemblée générale qui est mise en place, les gouvernements sont reconnus comme une des parties prenantes ayant une voix au chapitre. David Martineau a très bien décrit les difficultés dans la gouvernance interne du groupe des gouvernements qui malheureusement apporte un bémol à cette évolution. Néanmoins, c'est un élément qui toutefois constitue un premier pas de reconnaissance que oui, il s'agit de l'Internet, oui, l'Internet a été porté par les acteurs privés au départ, mais les gouvernements ont un rôle à y jouer, et c'est une première reconnaissance. Donc, les propositions qui sont faites sont celles d'une forme de moment constitutionnel, comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire que les réformes portent sur la constitution de l'ICANN, ses principes fondamentaux, qui seront donc difficiles à faire évoluer, mais aussi qui
cadre, une fois pour toutes, que l'ICANN, et je crois que Bernard Benhamoul a bien insisté sur ce point, et je le rejoins sur ce point complètement, l'ICANN a une mission très étroite, qui consiste à coordonner la gestion de certaines ressources qui sont vraiment les seules qu'il est indispensable de centraliser sur Internet. Et cette mission ne doit pas être utilisée pour déborder sur d'autres problématiques de régulation ou de gouvernance de l'Internet, notamment la question des contenus. Et enfermer l'ICANN dans le champ très étroit de sa mission était un objectif extrêmement important de notre groupe de travail et sur lequel il y avait consensus à peu près partout, sauf peut-être dans le camp de certains juristes américains qui cherchent toujours des outils pour pouvoir faire valoir leur cause. C'est tout à fait normal. Donc ça, c'est un élément très important. Le renforcement du pouvoir judiciaire à l'intérieur de l'ICANN était une de nos attentes principales. Je pense qu'elle est bien prise en compte. On va rester très vigilant sur la mise en œuvre, et notamment sur la diversité des panels de juges, finalement, qui vont être mis en place. Diversité de genre, bien sûr, mais aussi diversité de culture juridique. La culture juridique, et notamment autour du droit des marques, dans le monde anglo-saxon, est évidemment très différente de celle qui existe en France, en Allemagne, en Europe continentale. Et aujourd'hui, c'est une des difficultés par rapport aux litiges qui se présentent régulièrement. Et donc, il est très important de changer ce point. Il faudra y être très vigilant, probablement aussi être proactif sur la procédure de sélection. La fameuse communauté au pouvoir renforcé, elle a les pouvoirs que le professeur René a décrits, donc je ne vais pas y revenir, contrôle de la stratégie, contrôle des comptes, des statuts, puisque jusqu'ici, le conseil d'administration de l'ICANN avait la possibilité de changer les statuts quand il le souhaitait, comme il le souhaitait. Il s'était plus ou moins engagé à faire une consultation publique avant, mais il changeait ses statuts. Il s'en est d'ailleurs servi à de nombreuses reprises. Donc là, maintenant, il y a un vrai contre-pouvoir qui nécessitera néanmoins d'être suivi pour qu'il ne soit pas neutralisé. Là, il y a un vrai risque de complexité des procédures qui existent. Est-ce que c'est assez pour éviter la fifaïsation, un beau néologisme? Je crois que l'avenir le dira, et puis surtout la responsabilité va reposer sur ceux qui vont le mettre en œuvre et les prochaines améliorations, puisque ce n'est pas la fin du chemin d'amélioration de la transparence et de la gouvernance de l'ICANN. Comme toute organisation, elle doit le faire vivre et l'améliorer constamment. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que le progrès est notable. Et si je reprends justement les recommandations de la mission sur la gouvernance, il y avait cette proposition de supervision internationale, on l'a vu, ça n'a pas été possible, c'était même exclu au départ. Mais l'équivalent d'Assemblée Générale interne, qui fasse contre-pouvoir au conseil d'administration était une proposition et c'est repris. La mise en place d'un mécanisme de recours indépendant et accessible, c'était une proposition et c'est repris. La séparation fonctionnelle entre la dimension purement technique de l'ICANN et sa dimension de politique, si vous voulez, en tout cas de régulateur, c'est acquis. Et au passage, il y a un acquis très important pour la France, qui est que dorénavant, les modifications techniques du point .fr, qui aujourd'hui passent par un tampon du gouvernement américain, ce tampon du gouvernement américain va disparaître. Pour nous, au quotidien, en tant que gestionnaire du point .fr, c'était une épée de Damoclès qu'on n'aimait pas trop avoir. Et c'était un de nos objectifs dans cette évolution. Donc on est très satisfait de voir cette évolution. Et enfin, il y avait une recommandation sur les critères d'indépendance et de conflit d'intérêts. Là, clairement, c'est du travail en cours. Et il faut poursuivre les travaux sur ce point-là. C'est ce qui sera à l'ordre du jour dans la deuxième phase de la réforme. Alors, juste un petit point d'actualité qu'est-ce qui se passe actuellement, parce qu'on est dans la phase où les recommandations ont été acceptées.
le contrat entre le gouvernement américain et l'ICANN, le contrat actuel arrive à expiration le 30 septembre et le gouvernement américain doit indiquer fin août si oui ou non il le laissera expirer, ou s'il le renouvelle pour une certaine période de temps. Récemment, il y a une dizaine de jours, l'administration américaine, à la suite d'une consultation interdépartement, interministérielle, a annoncé que la réforme proposée remplissait, selon elle, et selon les évaluateurs indépendants qu'elle avait engagés, les critères qu'elle avait fixés. Et donc, elle dit qu'elle n'avait pas d'objection à poursuivre sur le chemin de la transition. C'est une étape très importante. Nous, on a remis notre copie, le professeur nous l'a rendue avec une bonne note. C'est important. Maintenant, ce n'est pas encore la transition. La transition, pour qu'elle puisse se prendre place maintenant, il y a deux conditions. La première, c'est que l'ICANN elle-même mette en œuvre ses propositions dans un calendrier qui est quand même assez étroit. C'est suivi, je pense que ça, vu l'importance que ça a de bonnes chances de se faire. Et puis, il y a toujours l'hypothèse d'une action au Congrès américain. Il n'y a pas de nécessité d'une approbation du Congrès américain. Dans la période actuelle, ce Congrès est évidemment assez peu disponible. Donc il est aussi assez peu disponible pour ceux qui souhaiteraient s'opposer. Donc c'est quelque chose qui est suivi, évidemment. Là, ça sort complètement de notre sphère d'influence, donc on peut s'asseoir et regarder pour voir comment ça va se passer à Washington. Néanmoins, contrairement à Bernard Benamou, je dirais que j'ai une confiance raisonnée sur le fait que, pour l'instant, c'est bien engagé. Alors, je voudrais terminer en disant qu'on a réformé à travers cette première phase les structures de l'ICANN. Maintenant, il faut réformer sa culture. Parce que derrière, c'est la question de la diversité, c'est la question de la transparence, c'est la question de la bureaucratie. Et ça va être l'enjeu des travaux qui vont démarrer à Helsinki la semaine prochaine sur ces futures améliorations qui sont extrêmement importantes, avec un fort risque de démobilisation ou en tout cas de relâchement de la part de certains acteurs et notamment ceux qui sont établis. C'est la raison pour laquelle on a hier publié un certain nombre de données sur les chiffres réels de la diversité à l'ICANN, et je remercie David Martinon qui les a déjà cités, donc je ne vais pas y revenir. Merci la FNIC du travail exhaustif. Comme quoi, on n'a pas toujours exactement les mêmes positions, mais on s'entend bien. En tout cas, la communauté française est coordonnée, même si elle n'est pas uniforme dans ce secteur. Et je pense que ce sera un des enjeux majeurs, avec un point d'attention particulier que ces mois de travail ont fait émerger pour moi et qui me semble important au niveau stratégique à garder en tête dans l'ensemble de ces discussions, qu'elles soient autour de l'ICANN ou des autres sujets, c'est qu'il y a un océan entre les positions américaines sur le rôle des gouvernements et les positions que nous avons en Europe continentale sur ce sujet. Et c'est un des freins majeurs à tout accord, à tout rapprochement, sur l'ensemble des sujets de gouvernance. Et donc je pense que ce sera un des travaux qu'il faudra conduire, et y compris au niveau de commissions de réflexion parlementaire comme ce groupe d'études, sur la manière de reconstruire un pont autour de ces sujets, de trouver des positions communes sur ce que peuvent apporter des gouvernements, des acteurs de la société civile ou du secteur privé, en partant de deux visions culturelles très différentes du rôle des gouvernements. Et il me semble que c'est indispensable pour que l'Europe joue le rôle qu'elle peut jouer dans la gouvernance de l'Internet, bien au-delà de l'ICANN, et en construisant l'Internet des objets et l'ensemble de ce qui se trame dans les 20 prochaines années, qui est évidemment critique pour notre société et pour notre croissance. Merci beaucoup. Merci monsieur. Dernière intervention avant que nous passions aux échanges, monsieur Bachelet.
Madame la Présidente, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du groupe d'études Société numérique, Mesdames et Messieurs les sénateurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier d'avoir organisé cette table ronde et de m'avoir invité à contribuer à vos réflexions. Cette table ronde est particulièrement bienvenue du fait de sa double implication. Des parlementaires français s'intéressent à l'avenir de la gouvernance de l'Internet et surtout en l'occurrence à celle des identifiants uniques gérés par l'ICANN. Les États-Unis et le Congrès et leur Congrès ne sont pas seuls concernés par ces questions. Depuis 1997, mon engagement a toujours été du côté des utilisateurs. J'avais fait un document un peu plus long, je l'ai beaucoup réduit, mais je vous en donnerai l'ensemble à la fin de cette intervention. Je vais essayer de vous donner mon point de vue en revenant sur quelques faits qui ont marqué au moment de la création de l'ICANN, mais surtout depuis 2014. Dans son annonce, la NTIA reprenait les assurances données par le département du commerce en 1998. Le gouvernement des États-Unis, je cite, est engagé dans une transition qui permettra au secteur privé de prendre le leadership dans la gestion du DNS, système de nom de domaine, pardon. Le 17 mars 2016, soit une semaine après la finalisation de ce que Mathieu Veil vient de vous présenter et qu'il avait appelé le pacte de Marrakech, la Chambre des représentants des États-Unis organisait une audition sur le thème privatiser l'autorité en charge de l'attribution des numéros de l'Internet, où les intervenants représentant divers acteurs américains ont expliqué pourquoi l'ICANN pouvait être, entre guillemets, privatisé. Le 19 avril 2016, Steve Crocker, l'actuel président du directoire de l'ICANN, publiait un article dans le Wall Street Journal sous le titre « Élargissement de la supervision d'un Internet libre et ouvert. La gestion par la communauté mondiale permettra de se prémunir contre la capture par un gouvernement ou un groupe. » Lui aussi parlait de privatisation. L'Internet, et je cite, est construit sur les principes qui définissent l'Amérique, en l'occurrence, je pense qu'il parle des États-Unis, la libre entreprise et un gouvernement limité. Ce sont ces mêmes idéaux de privatisation qui encadrent une proposition récemment envoyée à la NTIA qui va transmettre la gestion de certaines fonctions techniques clés de l'Internet des États-Unis à une communauté Internet mondiale, diversifiée et responsable. Comme l'a expliqué David Martinon, l'ambassadeur sur ces questions-là, en France, les pouvoirs publics français souhaitent l'internationalisation de l'ICANN. Dans l'annonce de la NTIA, la seule référence au mot international est la suivante. Je cite, « Dans le même temps, le soutien international continue de croître pour le modèle multipartite de gouvernance de l'Internet, comme en témoigne le succès continu du Forum de la gouvernance de l'Internet. » Fin de citation. La question qui nous est soumise aujourd'hui, quelle supervision internationale de l'ICANN, va même plus loin puisqu'elle suggère la nécessité d'une supervision de l'ICANN dont la nature reste à définir mais qui sera internationale. Il est intéressant de constater que l'audition du Sénat des États-Unis le 24 mai 2016 avait pour intitulé « Examen du plan multiparties prenantes pour la transition de IANA ». Au cours de cette audition, différents acteurs américains ont exprimé leur accord et leur désaccord sur le plan de transition proposé. Avons-nous affaire à une privatisation de l'ICANN, ce qui était prévu dès 1998, en contradiction avec une internationalisation voulue par certains États, dont la France? Depuis 1998, beaucoup de choses ont changé. Nous constatons une plus grande participation de tous les acteurs, en particulier des représentants des gouvernements et des utilisateurs de l'Internet. Un débat s'est ouvert sur le rôle et la place des gouvernements et des utilisateurs, et pas seulement avec les grandes entreprises américaines. Il est donc temps, de mon point de vue, de prendre parti pour une solution multiparties prenantes qui permette de donner une voix à chacun et à tous. Est-ce que le pacte de Marrakech est le meilleur possible? Certainement pas, mais il a permis à tous ceux qui voulaient s'exprimer de le faire. Il n'a pas pris en compte tous les points de vue formulés par les membres et les participants du groupe de travail sur la réforme de l'ICANN, mais c'est un compromis qu'il faudra faire vivre. Comme nous venons de le voir, avec cette transition de la responsabilité du gouvernement américain dans la fonction IANA et les modifications importantes dans la responsabilité et la gouvernance de l'ICANN, nous entrons dans une nouvelle ère. Pourquoi faudrait-il ajouter une supervision à l'évolution structurelle de l'ICANN vers une organisation où l'égalité des différentes parties prenantes est de mieux en mieux prise en compte? En fait, ce qui est proposé dans le pacte de Marrakech, et Mathieu Veil l'a dit,
l'ICANN doit s'auto-superviser. C'est ce que feront mutuellement le directoire et la communauté, celle-ci représentant les parties prenantes principales, y compris les gouvernements et les utilisateurs. Mais cela n'est qu'une étape importante, certes, mais pas finale. L'avis du Congrès des États-Unis et la décision finale du gouvernement de ce même pays sont attendus avant la fin du contrat avec l'ICANN en septembre 2016. Mais pour la communauté, le travail continue, puisque, ça vous a déjà été dit, donc je vais raccourcir sur la diversité. J'avais écrit, lors de la publication de la première version du rapport, un commentaire dont un des chapitres s'appelait « La diversité, un besoin absolu ». C'est un des sujets qui est dans les 9 sujets qui vont être traités à partir d'Helsinki. En France, à l'invitation des pouvoirs publics, un groupe qui inclut l'AFNIC et l'Organisation internationale de la francophonie, et auquel j'ai le plaisir de participer, a entamé une réflexion sur ce sujet essentiel. Quand on regarde les questions de diversité et qu'on analyse des chiffres, j'en ai analysé quelques-uns complémentaires à ce que l'AFNIC a publié hier, en particulier l'historique de la composition du conseil d'administration de l'ICANN, on peut se rendre compte que quand la seule diversité géographique est assurée, il est dommage de constater que ceux qui ont choisi pour représenter les 4 régions du monde hors Amérique du Nord ont souvent fait leurs études dans une université des États-Unis. Pour l'ICANN, en conclusion, l'objectif ne doit être ni sa privatisation, ni son internationalisation, ni sa supervision, mais une organisation ouverte, globale ou mondiale, et multiparties prenantes qui favorise réellement les diversités. Pour cela, une mobilisation plus importante des acteurs français doit se faire. Et permettez-moi de terminer en parodiant un slogan politique du XIXe siècle. Utilisateurs de tous les pays, mobilisez-vous. Merci. Merci, monsieur. Peut-être, monsieur Benamou, vous vouliez corriger un point avant qu'on passe au débat. Une petite précision en réponse effectivement à ce qui a été dit tout à l'heure. L'absence de l'Europe par rapport effectivement aux structures de gouvernance ne se juge pas à l'aune de tel ou tel accord, mais se juge du fait que sur les questions clés, en particulier sur la cybersécurité, et je dirais effectivement, puisqu'il était tout à l'heure question des risques de devenir paranoïaque au vu des découvertes multiples que nous avons pu avoir dans le domaine de la surveillance, je dirais que l'Europe a malheureusement été constamment à côté de l'objectif. Constamment à côté de l'objectif. Et donc, on parlait tout à l'heure de l'IETF, il y a eu une stratégie concertée des autorités américaines pour investir, pour ne pas dire noyauter l'IETF. Je pense effectivement que l'Europe aurait dû réagir et en être consciente. Je préciserai à titre totalement personnel, et là véritablement je m'exprime en mon nom propre, que l'attitude de la France par rapport effectivement aux révélations Snowden n'a pas été à la hauteur de l'enjeu. Je sais que cette maison, le Sénat, a proposé ou a souhaité proposer une citoyenneté d'honneur. Je pense que nous nous serions collectivement anoblis et honorés que d'avoir pu le reconnaître, sachant que maintenant, l'ensemble des responsables américains, y compris l'ancien ministre de la Justice, reconnaissent que l'apport de Snowden relevait quasiment de l'intérêt général, ce qui était effectivement quasiment inenvisageable il y a quelques mois. Maintenant, les choses sont dites par des responsables du département de la justice, de la CIA, de la NSA, etc. Donc je crois que là-dessus, et je reviendrai juste sur un point, c'est un manque de vision, un manque de stratégie. Tout à l'heure, il était question de la réunion de Dubaï, dans laquelle, effectivement, les États-Unis ont été, entre guillemets, cornerisés, pour reprendre une métaphore sportive. Je précise que la France a failli voter en faveur de ce texte. Et heureusement que ça ne s'est pas fait, parce que sinon, nous aurions eu, je dirais, une image diplomatique qui aurait été sérieusement écornée. Et je terminerai en disant que les membres du board sont redevables devant la justice californienne, y compris en leur nom propre. Ce qui veut dire qu'un ancien ambassadeur français, sommé de voter par rapport au point XXX, s'est abstenu alors qu'il avait normalement vocation à voter contre, me disant, je cite, « Si je l'avais fait, j'aurais pu être traîné devant les tribunaux californiens en mon nom personnel ». Cette structuration juridique est une chose qui doit nous interroger, sachant qu'elle n'est, pour l'instant, que je sache, pas remise en cause. Merci, M. Benamou. Je vais proposer aux auteurs du rapport d'information, Mme Morin-Desailly et M. Gorz, de réagir, et puis ensuite d'ouvrir le débat aux collègues sénateurs présents cet après-midi. Bien, merci, Monsieur le Président. Merci de ces présentations. Je note qu'il y a différents degrés d'appréciation de la réforme de l'ICANN. Ça va nous permettre peut-être d'approfondir le débat. Je voulais remercier M. Ronnet et M. Veil d'avoir bien rappelé le contexte de cette audition, qui n'est ni plus ni moins 2 ans après, de voir où nous en sommes.
d'une part peut-être par rapport aux propositions que nous avions formulées, mais aussi et surtout par rapport à l'engagement que les États-Unis avaient pris de renoncer à la supervision de l'ICANN. Je remercie aussi Bernard Benamou d'avoir bien replacé la question de la gouvernance dans un ensemble beaucoup plus large, qui ne se limite pas à l'ICANN, mais aux différents organismes de gestion technique de l'Internet, à savoir l'IETF qui a été évoqué, mais également, on pourrait parler du W3C, l'IAB et de l'IUT. Et peut-être une de mes premières questions serait de demander aux uns et aux autres. Bernard Benamou a esquissé quelques commentaires sur le fonctionnement de l'IETF, ou plutôt le dysfonctionnement par rapport à ce qu'on peut... nous Européens, attendre. Voilà, où en est-on dans l'observation et du fonctionnement de ces organismes au niveau des plus hautes instances? Qu'en est-il d'ailleurs de leur redevabilité? Parce que on a évoqué la question de la redevabilité de l'ICANN. Certains d'entre vous ont essayé de nous rassurer en nous disant qu'il y avait davantage de redevabilité. Je rappelle que dans le rapport, nous avions imaginé que soit transformé le Forum pour la gouvernance de l'Internet en Conseil national mondial de l'Internet, doté d'un financement propre et chargé bien sûr de contrôler la conformité des décisions des enceintes de gouvernance, notamment aux principes dégagés à Sao Paulo. Alors certes, le Forum pour la gouvernance de l'Internet, comme l'a rappelé David Martinon, reste très opaque et peut-être pouvez-vous aussi nous éclairer sur le pourquoi du comment. Ce que je voulais ajouter, notamment en réponse à Madame Norodom, elle a poussé un petit peu dans ses retranchements, c'est que nous considérons en tant que législateurs, en tant que politique, que l'Internet, c'est un nouvel espace de coexistence politique au sens noble du terme, la police, c'est-à-dire que c'est une nouvelle organisation de notre économie, de notre société, et que justement, puisque c'est un nouvel espace, il convient pleinement, même s'il a son fonctionnement particulier de manière décentralisée et d'une gouvernance en réseau, c'est pas pour autant qu'il ne faut pas que on puisse s'intéresser de près à la façon dont ce vaste ensemble peut se réguler au bénéfice de tous, d'autant que on a bien compris que finalement l'affaire Snowden avait ébranlé très sérieusement la crédibilité et la confiance dans le devenir de l'Internet, et que je crois que c'est loin d'être gagné. Les questions de cybercriminalité, les questions d'intelligence économique, la question de la protection des données, et les sondages sont là aussi pour nous dire que beaucoup d'Européens sont encore très sceptiques dans la confiance à apporter à l'Internet. Donc d'où notre préoccupation de vérifier que cette gouvernance, elle est vraiment clairement transparence. Alors je vais juste compléter, pour pas être trop bavarde, par quelques questions. L'internationalisation de l'ICANN me semble pas acquise. David Martinon a cité les chiffres, 60% d'Américains, de Canadiens, à juste titre. Ça faisait partie pourtant de nos préoccupations. Le mécanisme de recours indépendant et accessible, M. René en a parlé, ça semble donc avancer. Établir, alors oui, j'avais une question sur, on avait parlé d'une séparation fonctionnelle à établir entre l'ICANN et les fonctions opérationnelles de IANA. Je voulais savoir ce que vous pensez. Faut-il poursuivre dans cette direction pour distinguer ceux qui élaborent les politiques de ceux qui attribuent individuellement les noms de domaine? Qu'en est-il sur ce sujet? Les critères d'indépendance pour l'essentiel des membres du board, vous avez évoqué, M. Veil, que visiblement c'est en cours, n'est-ce pas? C'est un travail qui reste à poursuivre. Oui. D'accord, c'est un travail qui reste à poursuivre. Bon, on voit qu'il y a des avancées, mais qu'on n'est pas encore au bout du chemin. Et moi, tout de même, je m'interroge sur la mainmise américaine. Bien entendu, les États-Unis ont dit vouloir renoncer à cette supervision. Et on sait bien que les États-Unis disposent du leadership sur ces nouvelles technologies, sur l'écosystème. Donc je vois mal comment, et nous l'avions vérifié au Congrès en rencontrant nos homologues en pleine période électorale, et là on est à nouveau en période électorale, je vois mal les Américains renoncer à un droit de regard sur ces organismes de gouvernance mondiale. Très sincèrement, vraiment pas.
Voilà, j'ai été un peu bavarde, pardonne-moi Gaëtan. Monsieur Gors. Merci, Monsieur le Président, merci d'avoir participé à cet échange. Je crois que c'est intéressant, au bout de 2 ans, effectivement, de faire un premier état des lieux, donc les choses ont évolué, plus ou moins dans le bon sens, mais enfin quand même plutôt dans le bon sens. Si je devais paraphraser un éminent personnage de l'État, je dirais que ça va mieux, un petit peu mieux, en matière de gouvernance de l'Internet. Mais dans le rapport que nous avions présenté il y a 2 ans, il y avait 2 dimensions, démocratiser la gouvernance d'Internet, mais en s'appuyant sur une ambition politique et industrielle européenne. Et donc, moi, je voudrais me concentrer sur ce deuxième aspect des choses, très brièvement, avoir votre sentiment sur ce qu'il en est de cette ambition politique et industrielle. Est-ce qu'on a assisté dans les derniers mois à un renforcement de la cohésion de l'Union européenne sur ces sujets, avec une stratégie qui s'esquisse? J'ai bien compris qu'elle n'était pas encore définie, mais est-ce qu'elle s'esquisse et est-ce qu'on a le sentiment que les choses ont progressé, que des convergences se font, en particulier avec nos amis allemands, qui avaient été à un moment donné à la pointe? On a cité le Brésil, mais l'Allemagne avait aussi été très vive dans ses réactions par rapport à cette situation. Et sur le plan industriel, est-ce qu'on voit, parce que si l'enjeu, au fond, on parle de souveraineté derrière tout cela, ce qui peut parfois être gênant dans la question d'Internet, mais c'est pour éviter la naïveté, puisqu'il y a des enjeux évidemment de puissance et d'État. Est-ce que là aussi l'ambition industrielle commence à se manifester? Est-ce qu'on voit s'esquisser au plan national comme au plan européen ce qui ressemblerait à une politique industrielle dans le domaine du numérique qui nous permettrait d'afficher des positions qui soient soutenues? Parce que j'ai bien compris que la bataille sur les valeurs avait son importance, mais qu'elle trouvait évidemment un débouché efficace si derrière elle pouvait s'appuyer sur des outils industriels, économiques, technologiques appropriés. Et puis juste une observation, on n'a pas du tout parlé dans ces affaires des grandes entreprises, des GAFA. Est-ce que leur influence, qui est quand même assez forte sur l'ICANN, de très loin bien évidemment et pas de manière explicite, mais sur les autres outils, est-ce qu'on a mis en place dans cette réforme des outils qui, puisqu'elles permettraient de renforcer l'indépendance des administrateurs, les protégeraient contre l'influence qu'on peut redouter de ces grandes structures? Écoutez, je vous propose de répondre peut-être à ces premières interrogations, réflexions de Mme Morin-Desailly, de M. Gors. Librement, Monsieur l'ambassadeur. Merci. Alors, Mme Morin-Desailly m'a invité à m'exprimer sur l'IGF, Internet Forum sur la gouvernance de l'Internet, FGI, dont je rappelle que, à l'initiative de quelques-uns des participants à cette table ronde, nous en avons créé le chapitre français il y en a maintenant 2 ans. L'IGF, je disais que ces procédures étaient quelque peu opaques, je le maintiens. Le principe est que son organisation repose sur le travail du MAG, Multi-Stakeholder Advisory Group, qui est constitué sous l'égide du secrétaire général des Nations Unies et du pays d'accueil, selon les règles classiques de l'ONU pour ce qui est des conférences internationales. Donc quand vous arrivez dans un IGF, vous êtes accueilli par le service de sécurité des Nations Unies, etc. Le fait est que ma remarque portait surtout sur la composition et le rôle du MAG, où l'on voit au fond toujours les mêmes noms, et je suis sûr que Sébastien ne me détrompera pas là-dessus. Ce sont toujours les mêmes abonnés, que d'ailleurs on retrouve à l'ICANN ou ailleurs. Ce sont toujours les mêmes, c'est un principe de rotation. Les mêmes noms, et du coup les mêmes pratiques, les mêmes orateurs durant les réunions annuelles. Ce sont toujours les mêmes orateurs. Et au final, et c'est là au fond où on peut peut-être porter le jugement le plus critique sur l'IGF, c'est que encore une fois, moi, je ne suis pas mécontent que l'IGF ne décide de rien, parce qu'il n'est légitime en rien. Mais pour ce qui est de son efficacité, en tant qu'enceinte, je dirais que le seul juge de paix, c'est son succès populaire. Or, au maximum, moi je suis allé à 3 IGF, le maximum de personnes que j'y ai à peu près... je ne les ai pas dénombrés, je ne suis pas aussi doué qu'à l'APP, mais je pense qu'au maximum, il y a 1000 personnes, 1500 personnes, les belles années. Or, si c'est le forum sur la gouvernance de l'Internet, le rendez-vous mondial à caractère non lucratif, on devrait compter plusieurs milliers de personnes, et vraiment, pour le coup, représentatives du monde entier. Là, on ne peut pas dire que ce soit pas international, mais
il y a forcément une influence géographique, ça va de soi, parce qu'il faut quand même payer le déplacement, etc. Donc cette année, ça s'est passé au Brésil, dans une petite ville balnéaire du nord-esté. Il y avait plus de latino-américains que d'asiatiques et d'africains, c'est sûr. Mais c'était plutôt une belle année, une belle édition, des sujets intéressants, d'ailleurs très au-delà de la gouvernance de l'Internet. Mais au final, je considère que on ne pourra dire que l'IGF remplit vraiment son rôle que lorsque chaque année, il y aura plusieurs milliers de personnes qui se rendront à ce rendez-vous. Ça veut dire probablement que les organisateurs de l'IGF doivent repenser sa conception, sa scénographie, sa préparation. Le fait que nous parlions de l'IGF ici et pas dans les médias montre que son influence est en réalité très limitée. Il y a beaucoup moins de personnes à l'IGF que chaque année au GSMA à Barcelone, qui est la convention mondiale de l'industrie du téléphone portable, où on compte peut-être 4, 5 000, peut-être 10 000 personnes à Barcelone chaque année. Je souhaiterais donner mon point de vue sur l'IETF aussi, si vous en êtes d'accord. L'IETF, c'est difficile de remettre en cause son ouverture, parce que là encore, c'est ouvert à quiconque souhaite y aller. Et c'est vraiment une affaire de spécialistes. Et donc, pour répondre à votre question, Madame le sénateur, si les parties prenantes françaises souhaitaient y aller, elles pourraient. En réalité, c'est l'affaire des ingénieurs du monde entier. Donc, évidemment, dans l'écosystème de l'Internet, vous avez plus d'ingénieurs de Californie du Nord et de l'État de Washington, paradoxalement, que d'ingénieurs français. Même s'il y a quelques ingénieurs d'Orange, il y avait quelques ingénieurs d'Alcatel et de quelques autres sociétés françaises. Mais là encore, si on voulait, on pourrait. Par ailleurs, là encore, on ne peut pas remettre en cause la culture démocratique de l'IETF parce que c'est encore plus démocratique que la votation suisse, puisque c'est le principe du vote par le huming. Donc l'organisateur des débats propose une motion que l'on appelle depuis l'origine de l'Internet, Sébastien en parlera beaucoup mieux que moi, la request for comment, qui consiste à dire, voilà, j'ai cette idée de standard, qu'en pensez-vous? Je demande vos commentaires. Et les commentaires se font, les débats peuvent être longs, ils sont extrêmement techniques, mais il arrive un moment où on décide par consensus, et le consensus doit s'entendre. On dit, êtes-vous d'accord? Qu'en pensez-vous? Et si le est trop faible, on recommence le débat. Et si on entend fortement dans la salle, la loi est adoptée. Donc on ne peut pas dire que ce ne soit pas ouvert, mais c'est par contre vraiment une affaire de spécialistes. Je pense que peut-être dans la suite de cette discussion sur l'IETF et l'AFNIC en moyenne, on envoie 1 à 2 personnes à chaque réunion de l'IETF de nos ingénieurs qui travaillent sur les évolutions des protocoles Internet et notamment en ce moment beaucoup sur le respect des données personnelles dans le système des noms de domaine, par exemple, où nous avons fait quelques propositions. Comme l'a dit David Martinon, c'est le monde des ingénieurs. C'est aussi un monde qu'il ne faut pas confondre avec le secteur de la normalisation. L'IETF propose des standards dont 90% ne sont jamais adoptés, ne sont jamais utilisés, puisque globalement, ils n'ont de force que s'ils sont utilisés par tout le monde sur le réseau. Et c'est cette redevabilité ultime qui est que il suffit de ne pas utiliser le standard, et ce standard il a beau avoir été adopté, il n'est pas utilisé. Néanmoins, c'est une organisation qui se regarde actuellement dans la glace avec beaucoup disons avec tout le côté analytique de l'ingénieur, y compris sur sa diversité. Elle a organisé sa première réunion en Amérique du Sud cette année parce que ça n'avait jamais été le cas. Traditionnellement, dans les premières années, c'était uniquement aux États-Unis et ils sont en train de s'ouvrir. La diversité de genre à l'intérieur de cette organisation génère énormément de débats et de propositions qui sont très instructives, même du point de vue des
discussion qui va s'ouvrir sur la diversité en général dans l'ICANN. Hein. Donc c'est une organisation qui vit et qui a très mal vécu les épisodes Snowden, parce qu'elle s'est sentie attaquée. Elle a déclaré, donc c'est responsable pour autant qu'il y ait des responsables de l'IETF, puisque c'est une notion d'hierarchie qui est assez différente de celle qu'on a d'habitude, ont déclaré qu'ils considéraient la surveillance massive comme une attaque globale sur l'Internet. Et donc elle s'est tout de suite mise en question, hein, ça c'est incontestable. En ce qui concerne la présence européenne dans ces organisations, comme ce sont des organisations d'ingénieurs, la présence européenne y est proportionnelle à la présence, à l'ambition, en tout cas aux forces industrielles et économiques de l'Europe dans ce secteur. Et donc on est plutôt marginaux. Et s'il y a un équilibrage de la diversité actuellement, il se fait plutôt au bénéfice de l'Asie qu'au bénéfice de l'Europe. Et c'est un des éléments sur lequel il faut être particulièrement vigilant, parce que votre rapport avait parfaitement bien identifié que un des déséquilibres qui fait que l'Europe risque d'être toujours suiveuse dans cette bataille, même si sur les valeurs, sur les idées, sur la vision politique, nous sommes plutôt en avance et nous avons beaucoup à dire et à faire, c'est que dans le monde de l'Internet, qui est multipartite par construction et aussi par pragmatisme, si on n'a pas les bataillons économiques, on a un handicap qui peut se révéler insurmontable. Et nous, on le ressent même dans le secteur ICANN, qui n'est encore une fois qu'un tout petit domaine. Et là, je le redis, mais je suis 100% d'accord avec Bernard Benamou sur le fait qu'il faut voir la gouvernance comme beaucoup plus large. Mais la faiblesse des acteurs européens ou leur éclatement gêne considérablement toute promotion des valeurs et des idées européennes dans ce secteur. Donc il y a un véritable enjeu à promouvoir une économie européenne plus solide dans ce secteur. Sinon, nous risquons de nous faire dépasser, même si sur le plan des idées, sur le plan politique, nous avons beaucoup à apporter. Voilà. Monsieur Benamou. Oui, quelques petits retours effectivement sur les points qui ont été évoqués. L'IGF est né à l'issue du sommet mondial des Nations Unies comme une contrepartie à un mécanisme qui n'a jamais vu le jour, qui s'appelait la coopération renforcée, et qui avait pour but justement de rééquilibrer la gouvernance, en particulier autour des ressources de l'ICANN. Et je précise que nos amis diplomates européens avaient un nom, en tout cas un descriptif pour parler de l'IGF, ils appelaient ça le toothless animal, c'est-à-dire l'animal sans dents. Parce que justement, l'IGF n'avait aucun pouvoir, et effectivement, ni même de recommandation, on ne parle même pas d'exécution, mais ne serait-ce que de recommandation. Concernant les questions effectivement d'IETF, le caractère de démocratie d'ingénieur qui a été rappelé par Mathieu Vell trouve sa limite lorsque tel ingénieur de Cisco, tel ingénieur de HP, tel ingénieur de toute autre société peut être, lui, comme on dit là-bas, sur la payroll, c'est-à-dire sur la fiche de paye d'une agence de sécurité. Au hasard, je rappellerai qu'Edward Snowden était officiellement un employé de Booz Allen Hamilton. Donc par définition, la représentation des ingénieurs qui peut avoir lieu dans ce genre de structure n'est pas du tout représentative de leurs origines réelles. Et lorsqu'il est question de sécurité, qui est quand même le cœur du cœur, effectivement, de la préoccupation des ingénieurs par rapport au réseau, et que l'on a, ce qui s'est vu, des ingénieurs qui vont favoriser l'introduction de failles volontaires dans les processus et dans les protocoles de sécurité, nous sommes là face à un grand danger. Et je précise que parmi les points que je souhaiterais voir abordés dans un traité international, et donc transatlantique dans un premier temps, il y aurait justement le fait de s'engager à ne pas risquer de jouer avec les piliers du temple, c'est-à-dire de jouer avec les éléments de sécurité fondamentaux de l'Internet. Cela paraît être un vœu pieux, mais je précise que ça crée une opposabilité juridique qui n'existe pas jusqu'alors. C'est-à-dire que ça crée la possibilité de recours d'État à État, ça crée la possibilité effectivement d'une opposition internationale sur ces questions. Je précise que tous ceux qui sont tombés des nues lorsqu'ils ont découvert l'étendue des programmes, non pas de surveillance, mais de modification, de corruption des structures technologiques de l'Internet, auraient là un élément de levier, un bras de levier par rapport à ça.
Je terminerai, puisque Madame la Présidente, vous parliez effectivement de politique industrielle. Je crois qu'il est urgent... Oui, excusez-moi, tous les deux. Je ne me permettrai pas. Je ne me permettrai pas. Mais de fait, je crois qu'il est important de comprendre, ça a été rappelé à plusieurs reprises, nous sommes partis avec effectivement, et on l'a dit il y a quelques jours encore, avec un retard important. Beaucoup d'industriels européens n'ont pas fait le pari de l'Internet ou de ses services. Désormais, la question n'est même plus de savoir, puisque nous avions, on l'a dit, un géant mondial sur les téléphones que nous n'avons plus. Désormais, il est question des nouvelles générations de services, intelligence artificielle, objets connectés, big data, etc. Nous devons être présents là où vont être les prochaines générations de technologies. Nous ne pourrons pas tenter effectivement de contrebalancer l'hégémonie juridique et politique américaine si nous n'avons pas, pour reprendre la sinistre expression de Staline, le nombre de divisions suffisantes pour effectivement faire pièce à nos interlocuteurs. Donc si nous... Pardon ? J'aimerais voir les signes avant-coureurs. Je dirais que... je vous invite tous à regarder la page du Wall Street Journal concernant les licornes, comme on les appelle aujourd'hui. Les licornes, c'est-à-dire les sociétés non cotées dépassant le milliard de dollars de valorisation. En France, nous en avons une. En Angleterre, ils en ont 5. Au Luxembourg, de mémoire, ils en ont 1 ou 2. Je veux dire, nous sommes, enfin, nous, Européens, totalement sur le secteur, nous avons 17 licornes sur, je ne sais plus, une centaine, je crois, dans le monde. C'est-à-dire que, globalement, nous, Français, sommes en décalage en dessous de la moyenne européenne. Nous n'avons pas culturellement accepté ce qu'acceptent très bien nos amis allemands, c'est-à-dire qu'une petite société puisse devenir moyenne, puisse devenir une ETI, puis après devenir un grand groupe. Et il est clair que dans la volonté de s'opposer à des grands groupes, les Américains l'ont montré, il faut être capable d'accepter qu'une entreprise française ou européenne puisse ubériser d'autres entreprises européennes. Et c'est quelque chose qui est très difficile parce que socialement, en période de crise, c'est très difficile d'imaginer qu'une toute petite structure va être capable d'absorber ou de détruire une autre structure centenaire ou bicentenaire dans ces domaines. Et donc c'est vrai que là-dessus, il y a encore une révolution culturelle à faire parce que nous ne pourrons exister politiquement et juridiquement que si nous avons des sociétés de cette taille. Et le fait d'avoir une licorne française qui s'appelle Blablacar franchement, est une satisfaction très modérée face à un secteur qui devrait... Nous avons parmi les tout meilleurs cryptographes du monde, les technologies financières dont on parle beaucoup à l'heure actuelle, nous devrions être beaucoup plus présents. Nous ne le sommes pas. Sur les services, ai-je besoin de rappeler que sur l'ensemble des grands services utilisés dans le monde, quasiment pas. Le seul service de grande taille internationale en dehors de Blablacar pour ce qui est de l'Europe, c'est Spotify, c'est la musique, avec des capitaux qui sont à la fois européens et américains. Donc c'est vrai que je crois qu'on ne peut pas se satisfaire, et je crois qu'il nous faut, je l'ai dit la dernière fois, je le répète, il nous faut orienter vers des secteurs stratégiques, la santé, l'énergie, les transports, et dans l'énergie j'inclus les questions environnementales. Si nous ne le faisons pas, c'est-à-dire si nous ne fléchons pas dans les temps à venir au niveau français et surtout au niveau européen dans ces domaines, nous aurons infiniment de difficultés à aborder les temps qui viennent d'un point de vue à la fois politique et économique sur ces domaines. Merci M. Benamou. M. Bachelet. Merci. D'abord par rapport à ce qui vient d'être dit, quand les cornes deviennent un peu trop grandes, les entreprises sont rachetées, en général pas par des entreprises françaises. Et donc c'est une des difficultés de la situation. Je voulais revenir sur l'IETF pour essayer de faire, comment je vais dire, un peu, de passer de la techno à la politique. Une des choses qu'on fait relativement bien et avec sous l'égide de Monsieur l'ambassadeur, c'est une coordination au niveau de l'ICANN d'ensemble des acteurs français. Pour l'IETF, ça n'existe plus depuis 13 ou 14 ans, et c'est peut-être un dommage, parce que s'il y avait cette coordination, peut-être que des choses différentes pourraient s'imaginer, se faire. Et puis, juste 2 éléments. L'IETF
et sa structure telle qu'elle est, sa maison mère, c'est l'Internet Society. Et quand on regarde l'essaimage de l'IETF, le nouveau président d'ISOC Monde, d'Internet Society Monde, vient d'être élu il y a 2 ou 3 jours. C'est à nouveau quelqu'un issu de l'IETF. Le président actuel de l'ICANN est quelqu'un qui vient de l'IETF, puisque c'est l'inventeur des RFC, des Requests for Commons dont on parlait tout à l'heure. Il y a eu un court laps de temps à l'ICANN où le président n'a pas été de ce monde. C'est tout au démarrage. Et puis Windsurf est arrivé. Et puis il y a eu entre les deux, entre Windsurf et Steve Crocker, il y a eu un avocat néo-zélandais qui a pris la présidence, mais on voit la forte implication de l'IETF et le fait que c'est ah oui, mais il vient de l'IETF, alors c'est beaucoup mieux que les autres. Je pense qu'il faut aussi, bon, comme vous le savez, j'ai été membre du board pendant 4 ans. Moi, j'ai souffert d'une chose, c'est d'être tout seul. D'être tout seul. Et donc, quand on est tout seul en face d'une machine telle que les administrations américaines, telle que le staff de l'ICANN, tel que... Vous parliez tout à l'heure du fait de l'inflation des budgets et des personnels. Sans vouloir trahir de secret, 2 choses sur le board de l'ICANN. Quand j'ai abordé cette question-là, le nombre de personnel doit s'arrêter là, parce qu'on se retrouve dans 200, 300 personnes payées, plutôt bien, mais c'est normal. En face d'elles, il y a des volontaires qui ne gagnent rien, qui doivent investir. Alors bien évidemment, quand c'est leurs entreprises qui les soutiennent, ça va. Quand c'est des utilisateurs individuels qui n'ont aucun soutien derrière, c'est de leur temps, leur argent. Et donc, il y a un décalage énorme. Donc, le fait de limiter le nombre de salariés devrait redonner du poids à la communauté, me semble-t-il. Ça n'a pas été le cas et la réponse a été clairement c'est pas dans vos attributions, c'est pas votre boulot. Heureusement, il y a l'histoire autour du budget, mais je suis pas sûr que si aujourd'hui on disait stop, le budget doit être plafonné pour qu'il n'y ait pas plus de salariés, qu'on aurait un soutien massif, y compris de la communauté. Et puis la deuxième chose, vous avez parlé beaucoup de Snowden. Il s'avère que j'étais membre du board à cette époque-là. Je peux vous dire que la discussion sur l'arrêt du rôle du gouvernement américain sur la supervision de la fonction IANA a prédaté ça. Qu'elle l'ait accéléré, c'est une certitude, mais les débats avaient commencé avant et la mise en œuvre était prévue. Bien évidemment, les choses ont été plus vite que ce qui était à ce moment-là prévu. Quelques éléments d'information. Merci. Merci M. Bachelet. Mme Norodom ou M. René, est-ce que vous avez encore... Madame le professeur. Merci, Monsieur le Président. Si vous me permettez une brève remarque sur les organismes techniques avant de répondre à la question qui m'a été posée par Madame le sénateur Morand-Desailly. Ce qui pose problème, enfin, de mon point de vue de juriste et à l'extérieur d'implications politiques dans les négociations actuelles, ce qui pose problème, c'est actuellement la segmentation de la gouvernance d'Internet, avec aussi cette répartition des rôles où les institutions privées se concentreraient sur la gestion des ressources critiques et les institutions publiques seraient davantage sur la régulation des usages. J'entends tout à fait l'impossibilité de mettre en place une institution internationale spécialisée actuellement. Néanmoins, il me semble qu'une gouvernance d'Internet plus efficace nécessiterait une meilleure coordination, un meilleur équilibre entre ces 2 aspects, plus de transversalité et effectivement une plus grande diversité. Sur la question qui m'a été posée, alors Internet comme nouvel espace de coexistence politique, je suis tout à fait d'accord sur la nécessité de réguler Internet. La question est plutôt de savoir comment réguler Internet, quelle est l'intention du législateur, quel est le contenu quel serait le contenu des instruments de régulation.
Vous avez parlé de nouvel espace de coexistence politique et ça fait directement référence à ma présentation rapide de tout à l'heure, à savoir comment est-ce qu'on conçoit Internet? Est-ce que c'est un nouvel espace? Et dans ce cas-là, un espace qui serait différent qui échapperait éventuellement à la souveraineté de l'État, comme on l'avait conçu au moment de sa création, ou est-ce qu'on entend réguler les activités sur Internet? C'est-à-dire que la terminologie ici est importante pour le juriste que je suis, encore une fois, c'est-à-dire sur comment on conçoit Internet et qui va conditionner la manière dont on va réguler Internet. Alors, on a des idées. Le parallèle avec le sport, le domaine du sport peut être dressé aussi sur l'élaboration de la Lex Electronica, qui serait l'équivalent de la Lex Sportiva. Il y a beaucoup de choses il y a des réflexions qui peuvent être menées là-dessus. Il y a des parallèles intéressants à faire sur le type de droit qu'on peut élaborer par rapport à Internet. Et puis, le problème, c'est alors plus de droits pour redonner confiance aux utilisateurs. Je comprends tout à fait le message politique qu'il y a derrière, sauf qu'on sait aussi que les risques qui sont attachés à la prolifération normative, c'est-à-dire les risques de contradiction, le fait d'avoir des instruments très complexes pour répondre à des besoins très spécifiques de l'évolution technologique, des risques de contradiction entre les différents instruments normatifs, et le risque aussi d'obsolescence trop rapide de ces instruments juridiques par rapport à une évolution technologique le temps de la technologie n'est pas le même temps que celui de la formation du droit. Alors peut-être serait-il préférable de mieux mettre en œuvre le droit qui existe déjà, même si il est essentiellement, il est contenu en partie dans des instruments non contraignants. Un nouvel instrument qui reprendrait ce qui existe déjà, mais qui n'aurait aucune effectivité, n'a que peu d'intérêt. On a beaucoup d'instruments actuellement, on a des lignes directrices, on a des déclarations. Ce qu'il faut, c'est effectivement les mettre en œuvre. Monsieur Renet, peut-être la dernière intervention. C'est un mot. On saura en septembre si l'opération de détachement de l'ICANN et de la Fondation Ghana entre en application. S'agissant de l'autre volet, qui était un peu celui de la gouvernance de l'ICANN, de sa démocratisation, de sa redevabilité, on va peut-être s'arrêter sur les différentes composantes, les différentes entités constitutives de l'ICANN, puisqu'en fait, il y en a qui sont très structurées. Je pense à celles qui représentent les gestionnaires de noms de domaine. Une qui est un peu moins structurée, parce qu'il y a une très grande diversité, c'est celle qui représente les registres nationaux, où il y a des intérêts... où pour le coup, règne une très grande diversité, ce qui implique aussi des intérêts différents selon les pays et les liens aussi de ces registres avec les gouvernements. Il y a la communauté des États. On a vu qu'elle avait eu du mal finalement à dégager un point de vue commun pour revendiquer finalement plus de pouvoir dans la nouvelle gouvernance. Et puis il y a par ailleurs un de point faible de cette gouvernance, c'est celle des utilisateurs. Alors là, c'est un véritable défi que d'imaginer comment représenter les utilisateurs au sein de l'ICANN, mais il faut admettre que le dispositif actuel n'est pas satisfaisant et qu'il est d'ailleurs très largement implémenté, organisé, structuré par l'ICANN, qui en fait, je ne vais pas dire que c'est l'ICANN qui désigne les représentants des utilisateurs dans ces instances, mais bon, là, il y a une difficulté consubstantielle à représenter les utilisateurs. On ne sait pas le faire en France, je ne vois pas pourquoi on saurait le faire à l'échelle mondiale, mais je pense que c'est quand même un des points faibles de la gouvernance, c'est qu'on a parmi les entités, outre que les entités constitutives de l'ICANN ont des pouvoirs, ont des capacités d'influence différentes. Par exemple, elle est moindre pour le GAC et elle est plus importante que pour les autres entités. Il y a des entités très structurées, très fortes, et puis d'autres qui sont beaucoup plus fragiles, beaucoup plus...
ou plus réceptive à l'influence de l'ICANN elle-même. Voilà. Bien, mesdames, messieurs, je voulais vous remercier de vos interventions. Saluer aussi les collègues sénateurs qui étaient parmi nous cet après-midi, Colette Mello, Pierre Camani, Patrick Chaise et Jean-Pierre Leleu. Les remercier pour leur intérêt qu'ils portent à ces questions numériques dans cette maison qu'est le Sénat, et puis vous inviter peut-être à prolonger, à l'initiative des rapporteurs, s'ils le souhaitent, une nouvelle fois, peut-être dans quelques mois, de suivre ces questions-là, et puisque vous avez salué le fait que nous ayons eu un suivi d'après-rapport, ce qui est souvent regretté, c'est qu'il n'y ait pas de suite directe, et bien qu'on puisse se donner un rendez-vous, si les rapporteurs le souhaitent, dans ce cadre-là, prochainement. Merci beaucoup. J'excuse Monsieur Gors qui a dû partir, il avait un impératif, donc voilà, je suis chargée de le faire.